on ne mesure jamais la profondeur d'un puits avant d'y être jeté par ceux qu'on a nourris. L'air dans la chambre de Marguerite est stérile, une odeur de désinfectant industriel et de fleurs coupées qui se fanent prématurément. Un silence de mort. Marguerite est assise sur une chaise en plastique rigide, les mains croisées sur ses genoux. Elle regarde le mur blanc en face d'elle. Elle ne bouge pas. Elle écoute le bourdonnement lointain de la climatisation et le frottement des semelles en caoutchouc du personnel dans le couloir de la maison de retraite, les Cyprès. C'est ici que ses enfants, Marc et Isabelle, l'ont déposé il y a 3 semaines. Comme on dépose un vieux dossier encombrant dans une archive poussiéreuse. Ils ont parlé de confort. Ils ont parlé de soins constants. Ils ont parlé de sécurité. Marguerite a entendu le mot « débarras ». Marc est entré dans la chambre. Il ne retire pas son manteau coûteux. Il regarde sa montre toutes les 30 secondes. Il évite le regard de sa mère. Il parle de la vente de la maison familiale comme d'une nécessité logistique. Il explique que les fonds serviront à payer cette chambre médicalisée, alors qu'en réalité, Marguerite sait qu'il a déjà versé un acompte pour l'extension de son usine de textile en Turquie. Isabelle, elle, ne vient plus. Elle envoie des bouquets de fleurs anonymes commandés par sa secrétaire. Il pense que Marguerite est une femme finie. Il pense que ses 70 ans ont effacé son intelligence et son influence. Il voit une vieille femme dans une chambre de 20 et 20 mètres carrés. Il ne voit pas la femme qui a géré des portefeuilles d'actifs internationaux pendant 4 décennies. Marguerite laisse Marc parler. Elle feint la fatigue. Elle laisse sa tête pencher légèrement sur le côté. Elle observe son fils avec une curiosité presque scientifique, comme on examine une bactérie sous un microscope. Elle note la sueur sur son front, le tremblement imperceptible de ses mains lorsqu'il mentionne les taux d'intérêt. Marc est aux abois. Ses entreprises sont fragiles, il a besoin de liquidités et il pense que le patrimoine de sa mère est la solution à tous ses problèmes. Il ne sait pas que Marguerite a déjà vidé ses comptes visibles bien avant la signature des documents de placement. Il ne sait pas que ce qu'il reste dans la maison familiale n'est que de la décoration. Dans le tiroir de son petit bureau de chevet, sous une pile de mouchoirs, Marguerite cache un téléphone satellite crypté. Elle ne l'utilise qu'à 2 heures du matin, quand le silence de la résidence est total. Elle ne parle pas à des amis. Elle parle à ses courtiers à Singapour et à Zurich. Elle passe des ordres. Elle déplace des millions de dollars avec la précision d'un tireur d'élite. Elle ne cherche pas à récupérer son argent. Elle cherche à posséder la dette de ses enfants. Elle sait que Marc a contracté des emprunts massifs auprès d'une banque privée genevoise. Elle sait qu'Isabelle a gagé ses parts sociales pour financer son train de vie à Dubaï. Marguerite rachète ses créances, une par l'intermédiaire de holdings opaques. Le repas est servi sur un plateau en plastique à 18h30, une purée insipide et un verre d'eau tiède. Marguerite mange lentement. Chaque bouchée est une méditation sur la patience. Elle se souvient de l'époque où elle dirigeait des conseils d'administration où le moindre de ses soupirs faisait trembler les marchés. Aujourd'hui, elle simule la difficulté à tenir sa cuillère. Elle veut que le personnel rapporte à ses enfants qu'elle décline. Elle veut que Marc et Isabelle se sentent en sécurité. Elle veut qu'ils croient que le temps travaille pour eux, alors que le temps est son seul allié. Elle transforme son exil en un centre de commandement silencieux. Isabelle finit par appeler. Sa voix est aiguë, chargée d'une fausse joie qui masque une impatience féroce. Elle demande si Marguerite a bien reçu les fleurs. Elle demande si elle a besoin de nouveaux vêtements. Marguerite répond par des monosyllabes. Elle laisse des blancs inconfortables dans la conversation. Elle sent la panique monter chez sa fille à chaque seconde de silence. Isabelle a besoin d'argent pour sa prochaine collection de mode. Elle compte sur la vente des bijoux de sa mère, ceux qui sont censés être dans le coffre de la maison. Marguerite sourit intérieurement. Les bijoux ont été remplacés par des copies en zircon depuis 5 ans. Les originaux sont dans un coffre à Vaduz, attendant d'être liquidés pour racheter la dernière hypothèque de la villa d'Isabelle. La nuit tombe sur les Cyprès. Marguerite éteint la lumière. Elle reste assise dans le noir, les yeux grands ouverts. Elle visualise le réseau complexe de dettes qui entoure ses enfants. Elle les voit s'agiter, contracter de nouveaux prêts pour combler les anciens, mentir aux banques, mentir entre eux. Ils pensent être les maîtres du jeu car ils possèdent les clés de sa chambre. Ils ne réalisent pas qu'elle possède désormais les clés de leur existence entière. Elle est devenue leur principal créancier sans qu'ils ne sachent son nom de code. Le statu quo est une illusion parfaite. La réalité est une pression financière qui s'exerce centime par centime, seconde par seconde. L'horloge du couloir sonne les heures. Un son électronique, froid, sans âme. Marguerite respire calmement. Elle pense à la maison familiale qui sera vendue demain. Elle laisse Marc commettre cette erreur fatale.
C'est l'acte qui déclenchera la clause de remboursement immédiat de tous ses prêts personnels, car la garantie immobilière aura disparu. Elle attend ce moment avec la sérénité d'un bourreau. Elle ne ressent aucune amertume. La trahison de ses enfants a simplement clarifié les comptes. Elle a cessé d'être une mère le jour où ils ont signé son formulaire d'admission. Elle est redevenue une prédatrice financière. Le silence de la chambre est absolu. Marguerite ferme les yeux. Le piège est en place. Le capital de sa vengeance est réuni. Demain, le premier domino tombera. Et Marc et Isabelle découvriront que la femme qu'ils ont enfermée dans le silence possède désormais leur voix, leur nom et leur avenir. Le premier acte de la ruine est écrit. Le silence n'est pas une absence de bruit. C'est une accumulation de puissance. Le mardi 7 mars, à 11 heures précises, le monde que Marc et Isabelle ont construit sur le mensonge bascule. Marguerite est assise dans le jardin d'hiver de la résidence, une pièce vitrée où l'air sent le chlore et l'engrais chimique. Elle tient un livre ouvert sur ses genoux, mais ses yeux ne lisent pas les mots. Elle regarde fixement un merle qui sautille sur la pelouse synthétique. Elle attend le signal. Elle sait qu'à cet instant précis, chez un notaire de la place Vendôme, Marc appose sa signature au bas de l'acte de vente définitif de la demeure familiale. C'est le déclencheur. C'est l'étincelle qui va transformer leur apparente fortune en un brasier incontrôlable. Marc entre dans la chambre de sa mère 1 heure plus tard. Il dégage une odeur de triomphe bon marché, un mélange de tabac froid et d'eau de Cologne agressive. Il ne s'assoit pas. Il reste debout, dominant Marguerite de toute sa hauteur, comme un conquérant devant une cité vaincue. « C'est fait, maman, dit-il d'un ton sec, presque brutal. La maison est vendue, les fonds ont été transférés. C'est une page qui se tourne, c'est mieux pour tout le monde. Tu n'auras plus à te soucier des taxes foncières ou de l'entretien du toit. » Il pose sur la table de nuit un petit sac en papier contenant 2 pommes et un magazine de mots croisés. C'est le prix de sa trahison. C'est tout ce qu'il estime que sa mère vaut désormais. Marguerite lève les yeux vers lui. Elle laisse sa mâchoire pendre légèrement, simulant une hébétude sénile qu'elle cultive avec soin. « La maison ? Quelle maison ?» murmure-t-elle. Marc soupire d'agacement, un bruit de gorge qui trahit son impatience de repartir vers ses affaires urgentes. La nôtre, maman, rue de l'Université, ne fait pas l'enfant. Il ne voit pas que derrière le voile de confusion qu'elle a déposé sur ses prunelles, Marguerite enregistre la satisfaction prédatrice de son fils. Il ne voit pas qu'elle compte les battements de l'horloge. Il ne voit pas qu'il vient de vendre la seule garantie qui maintenait ses propres dettes en équilibre. Le véritable couteau arrive par un appel d'Isabelle, dont le son strident résonne sur le haut-parleur du téléphone de Marc. Isabelle ne demande pas de nouvelles de sa mère. Elle crie de joie. Elle parle de la nouvelle ligne de crédit qu'elle vient d'obtenir auprès de sa banque grâce à sa part de la vente. Elle parle d'un voyage aux Maldives pour fêter l'événement. Marc sourit à l'appareil, ignorant que cet appel est intercepté par le logiciel espion que Marguerite a fait installer sur son propre téléphone satellite. Marguerite écoute sa fille planifier la dilapidation d'un héritage qui n'existe déjà plus. Elle écoute la trahison se transformer en fête macabre. L'incident déclencheur se produit à 14h30. Marc reçoit une notification prioritaire sur son terminal bancaire. Son visage change de couleur. Le rose triomphant devient un gris cendré, presque livide. La banque privée genevoise, qui finance son usine en Turquie, vient de lui envoyer une mise en demeure de remboursement immédiat. La clause de changement de situation patrimoniale, insérée discrètement dans son contrat de prêt par un holding inconnu nommé l'ombre de la chrysalide, a été activée par la vente de la maison. Marc doit rembourser 12 millions d'euros sous 48 heures, sous peine de saisie totale de ses actifs industriels. Il tente d'appeler son conseiller, mais la ligne est occupée par un service de recouvrement dont la froideur est implacable. Marguerite se lève lentement. Elle demande à Marc de l'aider à marcher jusqu'à sa fenêtre. Marc la soutient avec une répulsion mal dissimulée, ses mains tremblant de rage et de panique contenue. Il ne réalise pas que c'est Marguerite qui dirige ses mouvements. Elle le force à regarder le mur d'enceinte de la maison de retraite. « C'est un beau mur, n'est-ce pas, Marc ?» chuchote-t-elle. « Solide, infranchissable. On se sent en sécurité ici. » Marc ne répond pas. Il est déjà ailleurs, calculant mentalement ce qu'il peut encore vendre, qui il peut encore trahir pour sauver sa peau. Il ne sait pas que la banque genevoise appartient désormais à un consortium dont Marguerite détient la majorité des parts préférentielles. L'incident ne s'arrête pas là. Isabelle, de son côté, découvre que les bijoux qu'elle a récupérés dans le coffre de la maison avant la vente sont des contrefaçons grossières. Elle a tenté de les gager pour obtenir une avance de trésorerie chez un prêteur sur gage de luxe. L'expert l'a humiliée devant ses pairs, menaçant de porter plainte pour tentative d'escroquerie. Elle appelle Marc en hurlant, l'accusant d'avoir volé les originaux.
La fratrie commence à se déchirer, la suspicion remplaçant la complicité. Ils se dévorent entre eux exactement comme Marguerite l'avait prévu. Ils cherchent le coupable partout, sauf dans la petite chambre stérile des cyprès. Marguerite demande une couverture. Elle dit qu'elle a froid. Marc la jette sur ses jambes avec une violence sourde avant de quitter la pièce en courant, son téléphone collé à l'oreille, hurlant des ordres contradictoires à ses avocats. Marguerite reste seule. Elle retire son masque de vieillesse. Son visage redevient un masque de fer, une carte de guerre. Elle prend son téléphone satellite. Elle compose un code court. Phase 2 activée, dit-elle simplement. Racheter les dettes de fourniture de l'usine de textile, bloquer les livraisons de coton. Je veux que le silence s'installe dans ces ateliers dès demain matin. Le silence de la chambre revient, plus lourd, plus dense. Marguerite regarde le sac de pommes que Marc a laissé sur la table. Elle en prend une, elle la porte à sa bouche. Elle ne la mange pas. Elle la sent. Elle sent l'odeur de la terre, de la vie, de la faim. Elle sait que Marc et Isabelle ne dormiront pas cette nuit. Elle sait qu'ils vont passer des heures à chercher une issue qui n'existe pas. Elle sait qu'ils vont réaliser que l'argent de la vente de la maison a été englouti par des frais bancaires et des pénalités de retard qu'ils n'avaient pas vu venir. Le point de non-retour est franchi. En vendant la maison, ils ont vendu leur dernier rempart. Ils ont ouvert la porte à un prédateur qu'ils pensaient avoir domestiqué. Marguerite se rallonge. Elle écoute le bruit lointain des voitures sur la nationale. Elle se sent merveilleusement lucide. Elle n'est plus une mère. Elle n'est plus une résidente. Elle essaie la main invisible qui étrangle les finances de ceux qui ont osé lui voler son silence. L'incident est clos. La guerre commence. La situation change. L'arrogance de Marc et d'Isabelle s'effrite sous le poids d'une réalité qu'ils ne parviennent plus à déchiffrer. Marguerite reste immobile dans sa chambre des cyprès, mais ses pensées parcourent les serveurs bancaires de la planète avec une vélocité électrique. Elle regarde le plateau de son petit déjeuner. Un yaourt nature, une biscotte sèche. Elle ne mange pas. Elle attend. Elle écoute le silence de la résidence, un silence qu'elle a appris à utiliser comme une arme de précision. À l'extérieur, le nom de famille qu'elle a porté avec fierté pendant 40 ans est en train de devenir synonyme de risque systémique dans les cercles financiers de la capitale. Marc tente désespérément de joindre ses partenaires turcs pour sauver son usine. Mais il se heurte à un mur de glace. Ses fournisseurs habituels exigent soudainement un paiement à la commande, refusant les délais de 30 jours qu'ils lui accordaient depuis une décennie. Ils invoquent des consignes, venues de leur propre assurance crédit. Marc ne comprend pas que cette assurance crédit a été rachetée la veille par un fonds d'investissement luxembourgeois dont Marguerite est la conseillère occulte. Chaque porte qu'il essaie d'ouvrir se verrouille de l'intérieur au moment où il pose la main sur la poignée. Il erre dans son bureau vide, entouré de dossiers qu'il ne peut plus financer, sentant le souffle froid de la faillite sur sa nuque. Isabelle, de son côté, subit une humiliation plus publique. Sa nouvelle collection, censée être présentée lors d'une soirée privée dans un hôtel particulier du Marais, est annulée sans préavis. Le propriétaire des lieux invoque des travaux d'urgence sur la structure du bâtiment. En réalité, Marguerite a racheté la société de gestion de l'hôtel et a ordonné la fermeture immédiate pour inspection. Isabelle se retrouve sur le trottoir, ses modèles en pleurs, ses tissus de soie traînant dans la boue d'une averse parisienne. Elle essaie d'appeler son frère, mais Marc ne répond plus. Il est trop occupé à mentir à ses propres banquiers pour écouter les jérémiades d'une sœur qu'il considère désormais comme un boulet financier. C'est alors que Marguerite fait son mouvement. Elle demande à l'infirmière de garde de lui apporter un vieux catalogue de vente aux enchères. Elle feint de s'intéresser à des porcelaines anciennes, mais elle glisse entre les pages une série d'ordres d'achat massifs. Elle rachète, via une cascade de sociétés écrans, les hypothèques de second rang que ses enfants ont contractées imprudemment. Elle devient leur propriétaire sans qu'il n'ait le moindre soupçon. Elle possède les murs de l'usine de Marc. Elle possède le bail commercial de la boutique d'Isabelle. Elle possède même la voiture de sport que Marc a achetée le mois dernier pour impressionner ses maîtresses. Elle possède chaque seconde de leur respiration sociale. Une visite imprévue a lieu le jeudi après-midi. Isabelle entre dans la chambre, les yeux bouffis, le maquillage coulant sur ses joues creuses. Elle ne crie pas. Elle s'effondre sur le lit médicalisé de sa mère. « Maman, tout s'écroule !» sanglote-t-elle. « Marc m'a menti, la banque me poursuit. Ils disent beau que mes bijoux sont faux. Quelqu'un essaie de nous détruire. » Marguerite lève une main lente, une main qui semble peser un poids immense, et caresse les cheveux de sa fille. C'est une caresse dépourvue de toute tendresse. C'est la caresse d'un propriétaire qui vérifie l'état de son bétail avant l'abattoir. « Le monde est cruel, ma chérie, » murmure Marguerite d'une voix monocorne. «
Tu devrais rester ici avec moi. C'est calme, c'est sûr. On ne craint rien derrière ces murs. » Isabelle frissonne. Elle regarde sa mère et, pour la première fois, elle voit quelque chose dans ses yeux qui ne ressemble pas à la vieillesse. Elle voit une clarté insoutenable, une absence totale de trouble. Elle recule saisie d'un doute atroce. Mais la panique reprend vite le dessus. Elle demande à sa mère si elle n'a pas gardé un compte caché, une réserve d'urgence, un dernier secret qu'elle pourrait partager pour sauver la famille. Marguerite secoue la tête avec une lenteur calculée. Elle laisse un silence de plomb s'installer dans la pièce. Elle laisse Isabelle espérer, puis elle laisse l'espoir mourir de lui-même, comme une bougie qui manque d'oxygène. Pendant ce temps, Marc reçoit une visite à son bureau. Ce ne sont pas des banquiers, mais des huissiers de justice. Ils procèdent à l'inventaire des machines. Ils lui expliquent que son principal créancier a exigé une saisie conservatoire suite à la rupture de la garantie immobilière de la rue de l'Université. Marc hurle qu'il a des contrats, qu'il a des commandes, qu'il a un nom. L'huissier lui répond par un haussement d'épaules indifférent. Le nom des De Valois ne vaut plus rien sur le marché. Le nom des De Valois est devenu une dette que personne ne veut racheter. Marc réalise qu'il a vendu la maison pour 12 millions d'euros, mais que ses dettes cumulées, rachetées par l'inconnu du Luxembourg, s'élèvent désormais à 40 millions à cause des intérêts de retard et des clauses pénales qu'il n'a jamais lues. Le soir tombe sur la résidence. Marguerite demande une infusion de verveine. Elle regarde l'ombre des arbres s'étirer sur le sol de sa chambre. Elle prend son téléphone satellite. Elle compose un numéro à Genève. « Augmenter la pression sur les comptes courants personnels », ordonne-t-elle. « Je veux qu'ils n'aient plus de quoi payer leur abonnement téléphonique d'ici demain soir. Je veux qu'ils sentent le poids du silence que j'ai dû subir ici. » Elle raccroche. Elle se sent légère, presque éthérée. Elle n'a plus de colère. Elle n'a plus de haine. Elle n'a plus qu'un plan de liquidation à mener à son terme. Le développement de la situation est désormais irréversible. Marc et Isabelle sont isolés, fauchés, et commencent à réaliser que leur mère, dans sa cellule de luxe, est le seul point fixe d'un monde qui s'évapore. Ils ne savent pas encore que Marguerite est l'architecte de leur chute, mais ils sentent l'ombre de sa puissance planer sur leur ruine. Marguerite ferme les yeux. Elle entend le craquement sourd des boiseries de la résidence. C'est le son de la structure familiale qui cède définitivement. Le piège est refermé, la phase de destruction active peut commencer. Le climat change radicalement le lundi suivant. Le brouillard ne quitte plus les jardins des cyprès, transformant la résidence en une île de béton coupée du reste du monde. Marguerite est assise à son petit bureau de chêne, les mains immobiles, regardant un écran de tablette qu'elle ne cache plus au personnel. On lui accorde désormais tout, un accès Internet haut débit, des repas fins servis en chambre, le silence absolu dans le couloir. Le personnel sent que l'équilibre du pouvoir a basculé. Il ne voit plus en elle une pensionnaire, mais une propriétaire dont le regard pétrifie les plus téméraires. À l'extérieur, les enjeux ne sont plus financiers. Ils deviennent existentiels pour ses enfants. Marc est expulsé de ses propres bureaux à 11 heures précises. Les agents de sécurité, des hommes qu'il payait la semaine dernière encore, lui interdisent banco l'accès à son propre ordinateur. Son nom a été retiré de l'annuaire de la société en une nuit. Il se retrouve sur le trottoir avec pour seul bagage une boîte en carton contenant quelques photos et un stylo plume en or. Il appelle sa banque, mais son compte personnel est bloqué par une saisie-attribution déclenchée par le rachat de sa dette souveraine. Il n'a même plus de quoi payer un taxi. Il marche dans les rues de Paris, ses chaussures sur mesure s'usant sur le bitume froid, réalisant que son identité sociale a été effacée par une main invisible. Isabelle subit un sort plus cruel encore. Elle est réveillée à l'aube par le bruit de la serrure que l'on change dans son appartement de la rue de Rivoli. L'huissier lui explique froidement que l'appartement, qui appartenait à une société civile immobilière dont elle pensait détenir les parts, a été vendu pour couvrir les dettes de sa maison de couture. Elle dispose d'1 heure pour rassembler ses effets personnels. Elle appelle Marc, mais Marc erre dans Paris, son téléphone déchargé, sans un centime pour acheter un câble. Ils sont déconnectés du monde et l'un de l'autre. Le silence qu'ils ont imposé à leur mère est devenu leur propre prison. Dans la chambre de la résidence, Marguerite reçoit la visite du directeur. Il rampe presque devant elle, lui apportant lui-même son thé Earl Grey. Elle ne le remercie pas. Elle lui demande de préparer une chambre voisine de la sienne, une chambre identique, dépouillée de tout luxe. Elle lui donne le nom de l'occupant, Marc de Valois. Elle lui demande également de préparer une place au service de blanchisserie pour une nouvelle employée, Isabelle de Valois. Le directeur ne pose aucune question. Il a vu les ordres de virement massif qui maintiennent son établissement à flot. Il sait que Marguerite est la seule loi qui compte désormais.
L'escalade atteint son paroxysme quand Marc finit par arriver à la résidence, à pied, les vêtements froissés par la pluie et la sueur. Il demande à voir sa mère, il exige de l'argent, il menace de porter plainte. Marguerite le reçoit sans se lever. Elle le regarde comme on regarde un insecte agonisant sur un carreau de salle de bain. « Tu n'as plus rien à vendre, Marc, dit-elle d'une voix qui semble venir d'outre-tombe. Tu es une dette, et je possède cette dette. Tu ne peux pas porter plainte contre ton propriétaire, ton banquier et ton employeur. » Marc s'effondre sur le sol, réalisant que le piège n'était pas financier, mais total. Sa mère a racheté sa vie. Isabelle arrive quelques heures plus tard, en larmes, ses valises jetées sur le trottoir par un chauffeur de VTC qui a refusé le paiement par une carte bloquée. Elle entre dans la chambre de sa mère en criant son désespoir. Marguerite lui montre le tablier gris de la blanchisserie posé sur le lit. « Tu as toujours aimé les beaux tissus, Isabelle. Tu vas maintenant apprendre à les laver. C'est le seul moyen de rembourser une infime partie de ce que tu me dois. » Le choc est tel qu'Isabelle ne parvient même pas à articuler une protestation. Elle regarde le tablier comme si c'était son propre linceul. La nuit tombe sur les cyprès. Marguerite observe ses 2 enfants, désormais logés dans l'aile des indigents de la résidence, sous sa surveillance constante. Elle a changé les enjeux. Elle n'est plus la vieille femme qu'on protège, elle est la geôlière de leur existence. Elle a transformé leur trahison en un contrat d'esclavage moderne. Elle se rend dans le couloir et écoute le silence de leurs chambres respectives. Elle entend les sanglots étouffés d'Isabelle et les cris de rage impuissante de Marc qui frappe contre les murs. Ces bruits sont pour elle une symphonie de justice. Elle retourne dans sa chambre et s'assoit devant la fenêtre. Elle prend son téléphone et annule les ordres de vente des derniers actifs. Elle n'a pas besoin de l'argent, elle a besoin du contrôle. Elle regarde le ciel noir et se sent investie d'une puissance quasi divine. Elle a racheté leurs dettes, elle a racheté leur nom, elle a racheté leur temps. Le silence est désormais complet. Ses enfants sont là, à portée de main, dépendant d'elle pour chaque repas, chaque vêtement, chaque seconde de vie. La roue a tourné. La mère est redevenue la source de tout, mais une source glacée, une source qui ne donne que le strict nécessaire à la survie de ses débiteurs. Marguerite ferme les yeux. Elle visualise le grand livre de comptes de sa vie. Elle voit les colonnes de chiffres s'équilibrer. Elle voit les noms de Marc et d'Isabelle écrits en rouge, soulignés d'un trait noir définitif. Elle ne ressent aucune fatigue. Elle se sent régénérée par la destruction méthodique de leur arrogance. Elle attend le matin. Elle attend de voir Isabelle trier les draps sales. Elle attend de voir Marc balayer la cour. La phase de changement d'enjeu est terminée. La domination est absolue. Le silence des cyprès est désormais le sien. Par 5, effet DNA, all is lost. Le silence dans l'aile nord des cyprès est d'une densité minérale, une obscurité que même les veilleuses de secours n'arrivent pas à percer. Marguerite est debout, près de la porte de sa chambre, une sentinelle immobile dans la pénombre. Elle écoute. Elle entend le bruit du métal contre le métal. Isabelle, dans la buanderie du sous-sol, qui manipule les chariots de linge avec une maladresse de débutante. Elle entend le frottement monotone d'un balai dans la cour intérieure. Marc sous la pluie fine qui ramasse des feuilles mortes qu'il a déjà balayées 10 fois. Le moment du naufrage total est arrivé. Ce n'est plus une crise financière, c'est l'effondrement de leur humanité même. Marc s'arrête de balayer. Il lève les yeux vers la fenêtre de sa mère. Il est éclairé par le projecteur blafard du parking. Ses vêtements de Marc sont tachés de boue, son visage est creusé par une faim qu'il n'a jamais connue. Il réalise que sa vie d'avant, les dîners à la lanterne, les montres à complications, les sourires des banquiers, n'étaient qu'un décor de théâtre dont Marguerite tenait les fils. Il n'a plus de passeport, plus de permis de conduire, plus de nom. Il est devenu le matricule 402, un auxiliaire de service dans la résidence qu'il avait choisie pour enterrer sa mère. La symétrie de sa chute le frappe avec la force d'un coup de poing dans l'estomac. Il réalise qu'il n'y a pas d'issue. Aucun ami ne viendra le chercher. Aucun avocat ne répondra à ses appels. Il appartient corps et âme à la femme qui l'a trahi. Isabelle, elle, s'effondre dans la vapeur de la blanchisserie. Ses mains, autrefois si soignées, sont rouges, brûlées par la soude et l'eau bouillante. Elle regarde les piles de draps sales des autres pensionnaires, des inconnus dont elle doit maintenant nettoyer les souillures. Elle cherche son reflet dans le tambour d'une machine à laver industrielle. Elle ne reconnaît pas la femme aux cheveux ternes qui lui fait face. Elle pense à sa collection de mode, à ses rêves de gloire, à sa vanité. Tout a été englouti par la dette souveraine que Marguerite a rachetée. Elle comprend que chaque seconde de son travail acharné ne sert qu'à payer l'intérêt d'une dette infinie. Elle est une esclave de luxe dans une prison de verre. Marguerite descend au sous-sol.
Elle marche avec une lenteur calculée, ses pas résonnant sur le carrelage humide. Elle entre dans la buanderie. Elle ne regarde pas Isabelle. Elle inspecte un drap. Il reste une tâche, Isabelle, dit-elle d'une voix dépourvue de colère, une voix qui semble constater une loi de la nature. Recommence. Le travail doit être parfait pour que le remboursement soit validé. Isabelle ne proteste pas. Elle ne crie pas. Elle baisse la tête et plonge ses mains dans l'eau brûlante. Le silence qui suit est plus terrifiant que n'importe quelle dispute. C'est le silence de la soumission absolue. La fille a cessé d'exister en tant qu'individu. Elle n'est plus qu'une fonction. Marc entre à son tour, apportant un sac de déchets. Il voit sa mère et sa sœur. Il voit le tableau de leur déchéance. Il lâche le sac. Les détritus se répandent sur le sol. Marguerite le regarde avec un mépris souverain. « Ramasse, Marc, la propreté, c'est la seule vertu qui te reste. » Marc s'exécute. Il se met à genoux pour ramasser les restes de nourriture et les papiers sales. Il pleure, mais ses larmes coulent sans bruit, disparaissant dans la poussière du sol. Il réalise que sa mère ne le déteste pas. Elle l'utilise. Il est devenu une ressource, un actif qu'elle liquide lentement, jour après jour, heure après heure. L'effet de fond est atteint. Ils ont tout perdu, même le droit à la dignité de leur propre désespoir. La nuit se poursuit dans un calme sépulcral. Marguerite remonte dans sa chambre. Elle s'assoit devant son bureau et ouvre son ordinateur. Elle regarde les graphiques de ses entreprises, celles qu'elle a sauvées en sacrifiant celles de ses enfants. Tout est au vert. La croissance est stable. Elle a purgé le système de ses éléments parasites. Elle a racheté leurs dettes souveraines non pas pour l'argent, mais pour le pouvoir de les voir s'effacer. Elle regarde les caméras de surveillance de l'aile nord. Elle voit Marc assis sur son lit de fer, fixant le mur. Elle voit Isabelle pleurer dans ses draps de coton brut. Ils sont à bout. Ils sont brisés. Ils sont vides. Elle prend un dossier rouge sur son bureau. C'est l'acte de transfert de la tutelle. Elle a désormais le contrôle légal total sur leurs décisions de vie. Elle a inversé les rôles avec une cruauté mathématique. Elle est la tutrice de ses propres enfants. Elle décide de ce qu'ils mangent, de l'heure à laquelle ils dorment, des rares minutes où ils ont le droit de se parler. Elle a instauré un régime de silence obligatoire après 22 heures. Elle veut qu'ils méditent sur le silence qu'ils lui ont imposé. Elle veut que chaque minute de leur existence soit une leçon sur la valeur de la loyauté. L'épisode du naufrage se termine dans une paix glaciale. Marguerite éteint son écran. Elle ne ressent aucune fatigue. Elle se sent investie d'une mission de purification. Elle a racheté leur futur pour s'assurer qu'il n'existe pas. Elle a transformé leur vie en une dette perpétuelle. Elle se lève et se regarde dans le miroir. Elle voit une femme qui a survécu à la trahison en devenant le monstre que ses enfants craignaient. Elle sourit. C'est un sourire qui ne réchauffe rien. Un sourire de glace qui fige le temps. Tout est perdu pour eux. Tout était gagné pour elle. La justice a été rendue dans le silence des cyprès. Elle se couche et s'endort immédiatement, d'un sommeil sans rêve. Elle sait que demain, à 6 heures, la cloche de la blanchisserie sonnera. Elle sait qu'Isabelle se lèvera. Elle sait que Marc prendra son balai. Elle sait que le monde sera exactement comme elle l'a ordonné. Le naufrage est complet. Il ne reste plus que l'écume des jours à venir, une écume grise et monotone qui recouvrira leur nom pour l'éternité. Le silence final s'installe sur les cyprès comme une neige épaisse qui étouffe les derniers cris de la conscience. Un vendredi de novembre, à l'heure où le soleil décline derrière les barres d'immeubles de la banlieue, Marguerite est assise dans son grand fauteuil de cuir, placé stratégiquement face à la fenêtre. Elle ne regarde pas le paysage. Elle regarde le reflet de ses enfants dans la vitre. Marc et Isabelle sont debout derrière elle, immobiles, les mains jointes, vêtus des uniformes gris de l'entretien. Ils ne parlent pas. Ils attendent le signal de leur mère pour se retirer dans leur cellule de l'aile nord. La rétribution n'est plus un acte violent. C'est un état de fait permanent. Marguerite prend une plume d'oie et signe un dernier document sur son bureau. C'est l'acte de dissolution définitive de la holding qui détenait les actifs de ses enfants. Elle ne leur rend rien. Elle ne leur laisse rien. Elle a transféré l'intégralité de leur patrimoine à une fondation anonyme dédiée à l'accueil des personnes âgées spoliées par leur famille. Marc voit sa vie s'évaporer dans un trait d'encre noire. Isabelle regarde ses mains gercées par la lessive et comprend que ses mains ne toucheront plus jamais de soie ou de bijoux. Elles ne toucheront plus que la réalité brute du travail et du silence. La mère a effacé leur futur pour racheter son propre passé. Elle se tourne enfin vers eux. Son visage est une sculpture de glace, une surface lisse où aucune émotion ne vient rider la détermination. Elle ne leur adresse pas un reproche. Elle ne leur demande pas d'excuses. Elle sait que les excuses sont la monnaie des faibles et qu'elle n'accepte que les paiements en nature. Vous avez fini votre service.
dit-elle d'une voix qui semble porter le poids de siècles de discipline. Vous pouvez disposer. N'oubliez pas que le petit déjeuner est servi à 6 heures précises. Tout retard sera déduit de votre crédit de sortie mensuel. Marc baisse la tête. Isabelle esquisse une révérence machinale, un reste d'éducation qui sonne comme une insulte dans ce contexte de servitude. Ils sortent de la chambre à reculons, comme on quitte la présence d'un monarque impitoyable. Marguerite entend le clic de la serrure électronique qui se reverrouille derrière eux. Elle est seule. Le silence revient, pur, cristallin, absolu. Elle se lève et marche vers le petit coffre-fort mural caché derrière un tableau de paysage flamand. Elle l'ouvre. À l'intérieur, il n'y a pas d'argent. Il y a les photos d'identité de Marc et d'Isabelle prises le jour de leur naissance. Elle les regarde un instant, puis elle les déchire en deux, lentement, méthodiquement. Elle jette les morceaux dans la corbeille à papier. Le lien du sang est rompu par le lien de la dette. L'épilogue se joue dans la pénombre de la chambre. Marguerite s'installe à nouveau devant sa fenêtre. Elle regarde les lumières de la ville s'allumer une à une. Elle se sent investie d'une sagesse glacée. Elle a appris que l'amour filial est une variable ajustable, mais que la dette souveraine est une constante mathématique. Elle a transformé sa propre fin de vie en un chef-d'œuvre de contrôle. Elle ne craint plus la mort, car elle a déjà survécu à l'assassinat social que ses enfants lui réservaient. Elle a inversé le cours du temps. Elle est redevenue la source, la loi, le commencement et la fin de leur monde. Elle pense à Marc qui, dans quelques minutes, éteindra sa petite lampe de chevet dans sa chambre de 10 mètres carrés. Elle pense à Isabelle qui soignera ses brûlures avec une pommade bon marché fournie par l'infirmerie. Elle sait qu'ils ne s'échapperont jamais. Ils sont prisonniers de leur propre cupidité, enfermés dans le labyrinthe financier qu'ils ont aidé à construire. Le silence des cyprès n'est plus une punition. C'est leur nouvelle identité. Ils sont les ombres d'un nom qu'ils ont déshonoré, les gardiens d'une fortune qu'ils ne posséderont plus jamais. La justice est totale car elle est invisible. La nuit est complète maintenant. Marguerite ferme les yeux. Elle respire avec une régularité de métronome. Elle se sent légère, comme si elle avait enfin soldé tous ses comptes avec l'humanité. Elle a racheté leurs dettes, elle a racheté leur temps, elle a racheté leur silence. Elle est la maîtresse absolue de ce petit royaume de béton et de verre. Elle n'attend plus rien. Elle n'espère plus rien. Elle est. Le récit de la vengeance se termine ici, dans cette chambre où le temps n'a plus de prise. Tout est payé. Tout est calme. Le silence peut enfin régner sur les ruines de la famille de Valois. Elle s'endort avec la certitude d'avoir accompli sa tâche. La dernière image qu'elle emporte dans son sommeil est celle de ses mains, fermes et puissantes, tenant les fils invisibles d'un destin qu'elle a elle-même réécrit. L'histoire est close. La dette est éteinte. Il ne reste plus que le bruit du vent dans les cyprès, un bruit qui ressemble étrangement à un soupir de soulagement. La mère a gagné. Le silence est son trophée.